Donc merci déjà à vous d'être présent. Nous avons à peu près 2 heures, si j'ai bien compris, pour vous présenter 4 formations qu'anime le GRETA, que propose le GRETA sur le territoire. 2 formations qui vont relever plutôt de la thématique bâtiment. Ma collègue Elisabeth vous présentera donc ces 2 formations. Pour notre part, avec Carline, nous allons plutôt évoquer 2 formations, l'une qui relève du sanitaire et social, assistante de vie aux familles, et l'autre qui est rattachée à la filière hygiène et propreté, car il s'agit donc du CAP, agent de propreté et d'hygiène. Vous pouvez m'interrompre s'il y a des choses qui ne sont pas claires à travers la présentation. Avant de parler directement de la formation en tant que telle, je vais juste prendre une introduction très rapide pour vous dire, voilà, présenter le GRETA. Donc, juste reprendre pour jeter au fait qu'on est organisme de formation continue de l'éducation nationale et nos formations s'appuient auprès des établissements publics locaux d'enseignement, c'est-à-dire les lycées professionnels en majorité, pas que, 163 établissements qui nous permet d'avoir une couverture sur tout le Poitou-Charentes. Pour l'équipe, rapidement, on a 110 formateurs, 36 conseillers formation continue qui ont en charge le développement de la formation au GRETA Poitou-Charentes. Et pour vous donner un ordre d'idée, on a à peu près donc chaque année 7500 stagiaires que nous formons. Le GRETA est implanté sur 8 agences. Sur tout le Poitou-Charentes, sachant que nous avons notre agence de proximité qui est l'agence de Pau. Pour le secteur qui couvre Saintes, Saint-Jean-d'Angély et Jonzac, dans lequel nous sommes là aujourd'hui. Voilà, c'était simplement vous présenter un petit peu rapidement dans quel contexte. Nous rentrons sur le CAP en lui-même. Je reviens là et je vais laisser ma collègue Carline, qui est la coordinatrice de toutes les actions de formation sanitaire et sociale, vous présenter les contenus de ces 2 formations. D'accord ? Vous pouvez bien sûr poser des questions pour bien comprendre la différence s'il y a des choses qui n'étaient pas claires. Merci. Donc, le CAP vous forme à être professionnel dans le cadre de la propreté et de l'hygiène. D'accord. Donc, les formations durent en général 8 mois. C'est un CAP, donc un diplôme de l'éducation nationale. Vous pouvez exercer vos missions. Excusez-moi, je suis un peu timide, donc c'est un petit peu compliqué pour moi de parler devant vous aujourd'hui. Donc, un professionnel qualifié, vous serez donc, en exerçant des opérations de propreté et d'hygiène dans les différents locaux et équipements. Voilà. Donc, vous pouvez aussi travailler pour des sociétés de nettoyage ou vous mettre à votre compte aussi, en CESU. C'est tout à fait possible. Voilà, donc vous pouvez exercer vos activités comme salarié d'entreprise ou services commerciaux, administratifs, dans les entreprises industrielles, culturelles, sportifs, transports collectifs, dans les établissements de soins sociaux et médico-sociaux, dans les balnéothérapies, les laboratoires, enfin voilà, d'accord. Vos activités, ce seront la mise en œuvre des protocoles d'hygiène et d'entretien. Vous participerez bien sûr à la gestion de la qualité, tout ce qui est traçabilité, c'est-à-dire quand vous avez fait une pièce, vous tracez qu'elle a bien été faite suivant les protocoles en vigueur. Et vous communiquez par rapport à votre situation professionnelle. Donc, les tâches qui vont vous être enseignées, avec bien sûr des compétences à la clé, sont l'entretien courant, la remise en état et le bio-nettoyage et la gestion des déchets. En fait, le CAP sont ces compétences-là à acquérir. Donc, les compétences que vous allez acquérir sont, je vous les décline, technique d'entretien courant manuel ou mécanisé, donc soit avec une monobrosse, soit avec votre huile de coude. Vous allez connaître les différents types de matériaux de revêtement, que ça soit muraux ou sol, les produits de nettoyage et les différentes machines dont on se sert pour nettoyer des locaux. Vous aurez de la microbiologie et de la chimie appliquées en hygiène et sécurité, le parcours type de la gestion des déchets, de la communication professionnelle avec les partenaires internes
les clients et les usagers. Vous aurez de la prévention santé-environnement, de la maintenance de premier niveau, et puis tout ce qu'on a vu juste avant, c'est-à-dire les techniques de remise en état, de bio-nettoyage et entretien courant. D'accord? Donc, le recrutement, il faut savoir que vous êtes dans un dispositif région qui s'appelle l'habilitation service public premier niveau de qualification. Donc, à ce titre, il y a comment je pourrais dire, des modalités. Voilà. Donc, aussi de sécuriser le parcours professionnel. Tout à fait. Le parcours de formation, veuillez m'excuser. Donc, il faut être inscrit à France Travail. C'est-à-dire que vous devez avoir un numéro de demandeur d'emploi, un numéro d'identifiant, demandeur d'emploi, pour rentrer en formation. D'accord. Il faut avoir un niveau d'études inférieur au bac ou un diplôme obsolète, c'est-à-dire plus de 2 ans, avec ou sans expérience professionnelle, avec le lien du diplôme obtenu. Et surtout, avoir un projet professionnel validé par un stage ou de l'expérience dans le domaine de la formation, ce que nous on appelle une immersion, en fait. C'est-à-dire que vous voyez avec votre conseiller France Travail, vous demandez une immersion et pendant 3, 4, 5 jours, vous pouvez aller dans une entreprise qui va vous guider. Enfin, c'est un petit peu le stage découverte en fait, hein, pour voir si vous êtes bien dans votre projet, en tout cas. Donc pour cette année, les inscriptions sont terminées, hein. Le démarrage de l'année prochaine aura lieu le 13 octobre 2025. Là, ça démarre le 23 octobre 2024, mais c'est terminé pour cette année. Voilà. Donc, notre formation se fait sur le lycée Bernard Palissy et l'EREA Théodore Monod pour le plateau technique. Donc, là, ça ne vous regarde pas, je pense, parce que c'est le planning prévisionnel de cette année. Voilà. Donc, vous avez un accompagnement tout le long de votre formation. Bonjour madame, ravie de vous accueillir. Donc, cet accompagnement, il est pédagogique, il est social. Accompagnement aussi aux personnes en situation de handicap et à l'insertion professionnelle. Voilà, donc je vous ai mis les taux de réussite et d'insertion. Sachez qu'en 2024, nous sommes très fiers puisque nous avons atteint 100% de réussite. Voilà, tout au long de votre parcours de formation, il y a des outils qui sont mis en place pour vous suivre et vous évaluer, bien sûr. Savoir si ce que vous apprenez est bien acquis. Donc, on vous remet un livret stagiaire qui est l'interface entre les formateurs, vous et moi. Voilà, c'est un outil de suivi. Vous avez un livret de suivi en entreprise qui permet de notifier toutes les tâches que vous avez effectuées pendant votre stage. Voilà, validé par le tuteur. Vous avez une visite de stage aussi par votre formateur référent qui vous suit tout au long de l'année. Il est référent des matières professionnelles. Voilà. Vous avez des évaluations formatives et des évaluations par contrôle en cours de formation. Oui, c'est un diplôme de l'éducation nationale, donc nous bénéficions des évaluations du contrôle en cours de formation. Ça parle à tout le monde, le contrôle en cours de formation? Non, le contrôle en cours de formation. Micro. Le contrôle en cours de formation signifie qu'il n'y a pas d'épreuve ponctuelle à la fin des enseignements. On connaît assez classiquement, voilà, on a une année de scolarité et à la fin de celle-ci, on peut passer un diplôme CAP, un bac pro, enfin voilà, avec des épreuves où on est convoqué à table, en examen, et on rend la copie. Et c'est qu'après qu'on aura donc les notes. Là, le contrôle en cours de formation continue, c'est qu'il n'y a pas d'épreuve ponctuelle finale, c'est au fur et à mesure de la formation que vous êtes évalué et ces notes sont capitalisées pour vous délivrer l'examen. Voilà. Ce qui permet d'éviter très souvent la situation de stress qu'on peut avoir sur des épreuves ponctuelles, voilà, où c'est décisif. Ce jour-là, si vous n'êtes pas bien, vous risquez d'être un petit peu déstabilisé ou en difficulté pour avoir le diplôme. Là, le contrôle en cours de formation, c'est vrai que permet, je vous dis, d'obtenir le diplôme sans qu'il y ait ce stress
de l'épreuve ponctuelle. En plus, si on n'a pas obtenu une note satisfaisante, il est possible de repasser plusieurs fois le contrôle entre guillemets et d'obtenir une note plus favorable vous permettant d'acquérir l'examen. Voilà ce qui est le principe du contrôle en cours de formation. Merci. Je t'en prie. Donc, je reviens sur l'habilitation service public qui vous octroie pendant tout le long de votre formation le logement et la restauration. C'est-à-dire que je prends un exemple. Vous trouvez un stage, mais qui est loin du lycée Bernard Palissy et Réa Théodore Monod, d'accord? Et qui est loin de Saintes. À ce titre, le Greta peut trouver un hébergement pour 3 € la nuit. Et la région prend, donc nous avons en fait un forfait, hein, je ne vais pas vous donner le montant, mais la région prend et rembourse le reste à l'hôtel. Voilà, c'est-à-dire que, oui, je vois bien à votre mine que je ne suis pas très claire en fait. En fait, la région finance ce dispositif de formation, d'accord? Donc, il est gratuit pour la personne qui rentre dans la formation. Bien entendu, elle n'a rien à payer. Mais en plus, elle va pouvoir bénéficier, s'il y a besoin, eh bien, d'une aide, on va dire, matérielle, financière, du coup, qui permet de sécuriser le parcours. C'est-à-dire que la personne ne soit pas en difficulté pour prendre des repas, parce qu'une journée de formation, c'est une journée complète. Donc, on sait que ça peut fragiliser effectivement quelqu'un d'avoir des coûts, de l'argent à mettre pour sa formation en termes de repas et d'hébergement. Donc, la région vient compléter effectivement par son financement aussi ces éléments d'hébergement et de restauration pour permettre à un demandeur d'emploi qui souhaite s'investir sur cette formation qu'il ne soit pas trop en difficulté financière. Voilà, exactement. Parce que le dispositif régional habilitation service public premier niveau de qualification vous permet et nous permet à nous de lever tous les freins qui pourraient nuire à votre formation. C'est spécifique à cette formation. Oui, Au au dispositif. Tout le dispositif. Voilà. L'habilitation service public, premier niveau de qualification, voilà, quelles que soient les formations de ce dispositif, donnent les mêmes possibilités de sécurisation de parcours, hébergement et Restauration. aide à l'hébergement et aide à la restauration. Alors, l'aide à la restauration, c'est que si vous mangez sur le lycée ou les réa, vous pouvez manger sur le self de l'établissement pour 1,50 €. Donc, c'est quand même entrée, plat, dessert. Et la région, pareil, hein, rembourse au lycée la différence. Le ticket repas doit être à 4,20 €, pardon. Donc, vous voyez, c'est quand même bénéficiable, une bonne participation. Voilà. Quand vous êtes... Excusez-moi. Ce qui est très important aussi, c'est que quand vous êtes en stage, vous ne pouvez pas bénéficier du self, de la restauration des lycées. Donc, la région a mis un système au point avec le Greta. Ce sont des tickets services que vous ne payez que 1,50 € par jour de présence sur votre lieu de stage, au lieu de 8. Ils en valent 8 en fait. Donc, c'est pareil, c'est une très bonne participation. Et ça vous sert à vous restaurer et à acheter de la nourriture. Ah bah écoutez, pour cette intervention sur le CAP-APH, j'attends vos questions. Voilà, c'est terminé. Donc, vous avez bien compris, hein, sur le formation publique, vraiment le métier de l'entretien, soit entretien, pour le PH, chacun a dit. Pardon. Donc, des questions par rapport à cette formation-là, sur le métier, sur les issues, sur... D'accord. Y a-t-il des personnes ici qui peuvent être intéressées sur ce type de métier ou pas du tout? Non. Non. D'accord. On passe donc... Je ne suis pas intéressé, mais par exemple, cette formation permet de travailler dans les hôpitaux, nettoyer un bloc opératoire. Oui, tout à fait. Comme ça, des Tout choses à fait. pointues. Oui, des choses pointues puisque vous avez un bloc de compétences sur le bio-nettoyage. Et là, on est vraiment sur de la désinfection, du nettoyage, désinfection, stérilisation, vraiment... Ouais, exactement. Voilà. Comment? C'est mieux payé un peu dans les hôpitaux. Oui, c'est du... Enfin, bon, moins. Non, c'est un ami de la mamie. qui a un salaire plus... Sa femme, en fait, elle travaille, elle est femme de ménage dans l'hôpital de Saintes. Elle se fait presque 2 000 par mois. Elle n'avait pas de diplôme de base.
Et c'est tout. D'accord. Elle a acquis de l'expérience, ce qui fait qu'aujourd'hui, elle a un bon En salaire. fait, elle a été quand même formée sur place. Oui. Parce que les formois, voilà, Bah, si elle était qualifiée avec un CAP, elle aurait un petit peu plus. ouais, il a mis le job là. En tout cas, voilà, les métiers de la propreté, c'est ces métiers qu'aujourd'hui qui sont devenus, enfin, plus qu'aujourd'hui, mais très techniques. Actuellement, moi, je suis agent d'entretien. Oui, madame. J'ai été très longtemps dans une association familiale. Yes. Oui. Plein de particuliers, des personnes âgées surtout, aussi des gens qui étaient en activité. En fait, j'ai toujours fait du ménage dans ma vie, hein, voilà. Donc après, j'ai eu mes enfants, j'ai fait un congé parental. Et du coup, je voulais pas reprendre du ménage. Puis finalement, j'ai repris du ménage. Oui. Donc maintenant, je suis agent d'entretien, voilà. Et je fais un peu de service à la fin. Je fais un peu de particulier en CESU. Donc c'est encore du ménage. Et du coup, pourquoi je voulais parler de ça, je sais même plus. Oui, Parce que vous seriez peut-être plus intéressée par ADVF, assistante de vie aux familles, non, en fait, avec moi, les soins. je suis suivie par Karen Gâteau et j'étais un peu sur agent thermal. Donc elle m'a dit qu'apparemment, vous faites la formation Oui, agent thermal, c'est Oui, ça? oui. Ouais. Parce que du coup, j'ai pratiquement le profil, on va dire, au niveau Alors, l'agent hygiène, thermal, il y a aussi les soins. oui, voilà. Hein. Mais Il y a pas j'ai que le l'entretien contact des locaux. avec la personne, tout ça. Et du coup, ce que je voulais dire, c'est que par rapport à la femme de ménage en service hospitalier, mais elle bouge pas, quoi. Je veux dire, elle est toujours au même endroit, alors que Il n'y a pas de perspective de carrière, c'est ce que vous voulez dire? non, mais je veux dire, c'est peut-être plus tranquille par rapport à moi qui vais à droite, à gauche. À domicile. Ouais, voilà. Oui. Oui, Et Les conditions de travail sont très diverses hein, quand on est agent de propreté ou femme de ménage, comme vous le dites. Quand on parle de femme de ménage, on entend beaucoup chez le particulier, à domicile, puisque c'est l'appellation courante hein, de l'intervention chez les particuliers. Et puis, il y a en structure, donc en structure collective, en entreprise. On vous donnait tout à l'heure des exemples d'entreprises. C'est vraiment très divers, très, très divers. Hein, le type d'entreprise, enfin le type de structure. confortable, on va dire. Et avec la possibilité de se mettre aussi à son compte. En entreprise de nettoyage, moi je galère même depuis un certain temps. Des conditions de travail très diverses. Voilà, très diverses. En tout cas, c'est une activité où il y a besoin partout. La propreté, l'hygiène, voilà, ça s'applique dans toutes les structures. Ok. donc si vous voulez, je peux vous donner la fiche produit du titre agent thermal pour vous renseigner et prendre connaissance en tout cas du programme, parce que c'est un métier aussi très intéressant. Oui. Après, Mais assez nous, pénible, on hein. est tout à fait disponible voilà, pour avoir un moment dédié ultérieurement sur cette formation agent thermal, voilà, qui est aussi très spécifique. Assistante de vie aux familles. Vous n'aviez pas de questions sur le CAP-APH? Bon. Comment je reviens c'est pour moi, ça se sent. Pour moi aussi. C'est encore en arrière ou sur le compte? Non, on est sur un autre. Oui, on se d'accord. Deux fois, ça devrait être spécial. C'est bon? Oui. Donc, on recommence pas la présentation du Greta. Ah, Vous non. avez compris qui on était, donc. Donc, le titre professionnel assistante de vie aux familles, déjà, une première petite chose. Tout à l'heure, on a parlé d'un CAP. D'accord? CAP, c'est délivré par l'Éducation nationale. Là, on parle d'un titre professionnel. Il s'agit donc d'un diplôme qui va être délivré par le ministère du Travail. D'accord? Ce n'est pas le même certificateur. Pour autant, on est dans ces deux formations sur un même niveau. Là, c'est un niveau 3. Alors, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, c'est l'équivalent d'un niveau CAP. Voilà. Et par CAP, par conséquent, niveau 3 également. Il y a une classification des certifications avec des niveaux de formation. Donc, les deux sont niveau 3, mais avec deux certifications qui sont délivrées par deux certificateurs différents, avec des processus de certification un peu donc différents. Donc là, vous l'aurez compris, il n'y a pas de CCF, du coup. Il n'y a pas de contrôle en cours de formation. Là, on va se baser sur vos compétences.
Ce sont des blocs de compétences. Donc l'assistante de vie aux familles et le professionnel de l'aide à domicile. Donc vous avez un panel de public qui peut aller de l'enfant, l'adulte, la personne âgée, la personne en situation de handicap. D'accord? Je crois qu'il faut que ça, on peut se spécialiser dans un secteur, oui, dans une tranche d'âge, soit de s'occuper. Ah, mais tout à fait, c'est votre choix. Vous faites ce que vous voulez après. Et pour les spécialisations, ils doivent m'occuper ou c'est ailleurs. Alors, qu'est-ce que vous appelez spécialisation? Une poursuite d'études, de parcours? C'est-à-dire vers un CAP AEPE? Si par exemple, on veut s'occuper que des enfants, De moins de 3 ans, ouais, je pense que c'est plus dans le les petits en bas âge, pas au-delà de 10 ans. Bah, le CAP En fait, bien AEPE. entendu, alors assistante de vie aux familles, comme vient de vous dire Caroline, accompagnant éducatif petite enfance. Donc c'est encore C'est-à-dire pas des ados, c'est ça? Ah, d'accord. Et pas des personnes âgées, donc. Non, parce que c'est pas drôle. petite précision, il existe différents diplômes pour se former à l'aide à domicile et en particulier l'accompagnement de personnes, d'accord, qu'elles soient dépendantes, vulnérables, handicapées ou pas. La particularité de ce diplôme par rapport aux autres, c'est qu'il couvre effectivement les compétences et les activités de prise en charge d'un enfant dans la famille. Vous entendrez parler parfois de la formation mention complémentaire d'aide à domicile, par exemple, qui va viser donc plus, elle, la personne âgée, la personne dépendante. Là, vraiment, la différence d'assistante de vie aux familles, c'est qu'on intègre l'enfant dans la formation. Et donc, parce qu'on vous demande de devenir une professionnelle, un professionnel d'intervention au sein d'un foyer, d'une famille, qui va vous confier des activités d'entretien, pourquoi pas ou d'accompagnement de leur enfant dans les gestes de la vie quotidienne, jusqu'aux devoirs éventuellement. L'aide aux devoirs. Ça peut être la préparation des repas, on va rentrer dans le détail des activités, mais la préparation des repas, aller faire les courses, donner les bains, s'assurer de l'entretien du linge. En fait, voilà, toutes ces activités-là. Est-ce que c'est à peu près le même principe que des travailleuses familiales? Oui, c'est à peu près le même principe que les travailleuses familiales. Vous êtes au sein d'un domicile de particulier qui vous confie des activités. Voilà, d'entretien de son logement, de prise en charge des courses, des repas, comme je vous le disais, et éventuellement, et souvent, de la prise en charge d'une personne qui peut être ou dépendante ou pas, et d'un enfant ou d'une personne âgée. Après, effectivement, quand vous souhaitez vous spécialiser, vous pouvez aller chercher des diplômes qui vont viser plus l'enfance. Ça dépend du parcours après que vous souhaitez mettre en place, de l'expérience que vous allez vivre et de la nécessité ou pas d'aller se spécialiser dans l'enfance. D'accord? Donc, vous avez 3 blocs de compétences à acquérir dans le titre professionnel. Vous avez l'entretien courant du logement, du linge, la préparation des repas et le maintien des activités sociales. Ce que j'appelle le maintien des activités sociales, c'est par exemple pour l'enfant des jeux de société, pour la personne âgée, c'est lui faire des activités pour maintenir en fait les comportements cognitifs, c'est-à-dire des capacités cognitives, pardon. Par exemple un jeu de mémoire, elle peut avoir des défaillances au niveau de la mémoire. Le promener, voilà, hein, de maintenir leur autonomie, en tout cas. Ça, c'est un maître mot. On ne fait pas à la place d'eux, on accompagne. D'accord? Donc, c'est dit après, le maintien de l'autonomie, hein, des personnes âgées ou malades ou en situation de handicap, et la garde d'enfants vivant à domicile. C'est-à-dire que vous prenez le relais de la maman. Elle est tombée, elle a fait une chute, elle a un bébé, et elle ne peut pas servir de son bras. Donc ça veut dire qu'elle elle peut pas mobiliser tous ses gestes pour s'occuper correctement de son enfant. Donc là, vous allez prendre le relais de la maman pour certains gestes de vie quotidienne. D'accord? Je suis désolée, oralement, je me rends bien compte que je ne suis pas top, mais bon.
Donc, le titre ADVF, 3 blocs de compétences. Le CCP1, compétence 1, à acquérir. Entretenir le linge et le logement d'un particulier. D'accord? Le CCP2, accompagner la personne dans ses activités essentielles du quotidien et dans ses projets. Et le CCP3, assurer le relais du parent dans la garde de l'enfant à domicile. Voilà. Donc, c'est surtout dans tout, de toute façon, que ce soit au niveau de la personne en situation de handicap, au niveau de l'enfant, au niveau de la personne âgée, c'est maintien de la sécurité et de l'hygiène. C'est les maîtres mots et la communication. C'est vraiment très, très important. Hein. Donc, vous avez des mises en situation professionnelle. Ce qui est une mise en situation professionnelle, c'est des stages. Vous avez donc un stage de 3 semaines en crèche, à l'école ou en centre périscolaire. Un stage en EHPAD, en maison de retraite, terme générique, et à domicile, dans une association, structure à domicile. Donc, vous êtes toujours accompagné par un tuteur et c'est le même principe que pour le CAP-APH. Vous avez un formateur référent des matières professionnelles et qui vous suit aussi en stage. Donc, les critères sont les mêmes de recrutement sont exactement les mêmes que pour le CAP-APH. Vous êtes toujours sur le dispositif habilitation service public premier niveau de qualification avec les mêmes conditions à bénéficier en fait hein, de participation de la région. Juste, Karine, excuse-moi, je vais peut-être rajouter la Je t'en prie. suspension de parcours. Ah oui, Je pense que c'est important qu'on puisse vous préciser ce que veut dire la suspension de parcours, parce que l'habilitation de service public est un dispositif qui n'est pas récent, il fonctionne depuis plusieurs années. Donc, on a eu déjà plusieurs groupes de stagiaires dans différentes formations, et on pratique assez régulièrement la suspension de parcours quand c'est nécessaire. Ça consiste en quoi? Par exemple, à un moment donné, vous avez une difficulté, où vous ne pouvez pas vous mobiliser sur la formation. Vraiment, voilà, quelque chose de marginal, mais qui vous contraint en fait à devoir suspendre votre parcours sous accord. On arrête ce parcours de formation et vous pourrez le reprendre ultérieurement quand ça ira, quand votre situation sera stabilisée. Ça peut être aussi une suspension de parcours parce qu'il y a un emploi. D'accord? Vous avez une proposition de mission pour ne pas pénaliser bien sûr la reprise d'emploi, parce que toute formation vise quand même une insertion professionnelle au bout, et c'est votre objectif bien entendu. On vous laisse la possibilité de répondre à cette offre d'emploi, d'aller travailler et de revenir après finaliser votre parcours de formation si c'était un CDD. D'accord? Ça, c'est vraiment, en fait, ce dispositif, il apporte un maximum de souplesse. Encore une fois, le but, il est de sécuriser pour que même si vous avez des contraintes autres, alors positives par l'emploi, négatives par des difficultés sociales à régler, eh bien, vous n'allez pas être obligé d'abandonner votre parcours de formation, on le suspend. Et quand c'est possible, on le reprend, afin d'obtenir la qualification. C'est ce qui est visé. D'accord? donc là, la prochaine formation sur le titre ADVF se fera à Saint-Jean et à Saintes le 31 mars 2025. Ça redémarre à Saintes. Ou Saint-Jean, ça vous est égal. Mais sur Saintes, c'est À moins qu'il y ait des personnes peut-être un peu mobiles. Parce que et c'est qui vrai peuvent que aussi aller à Saint-Jean. la CDA couvre des communes, bon voilà, comme Vénéran, Le Douai, qui peuvent des fois être pas très très loin de Saint-Jean-d'Angély. Effectivement, il y a un dispositif, ce dispositif de formation va démarrer très prochainement à Saint-Jean-d'Angély. 30 et septembre. Un démarrage mars 2025 pour le site de Saintes à L'Euréat. Voilà. L'Euréat, vous connaissez, c'est vers la gendarmerie, vers Boiffier-Bellevue, là. D'accord? Voilà, c'est cet établissement-là. Alors, bien entendu, en entrant en formation, vous avez toujours un calendrier, on vous le donne même avant. Hein. On anime toujours une information collective à peu près 15 jours avant le démarrage de la formation pour rencontrer les personnes, reparler de la formation, s'assurer qu'effectivement c'est la bonne représentation qu'ils ont du métier et qu'ils ont bien choisi que la formation va correspondre à leur attente. Et après dès cette information collective, on vous remet un planning prévisionnel qui vous permet bien sûr de vous organiser dans votre vie quotidienne pour pouvoir répondre à ces temps de formation. Et aussi, on formule l'alternance. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire les périodes où vous allez être en centre et les périodes où vous allez être en entreprise.
Et on vous le donne assez rapidement pour que vous puissiez commencer à chercher les stages en entreprise, puisque il faut toujours prendre un petit peu de temps et d'énergie pour les trouver. Et ils sont extrêmement importants, ces stages en entreprise, parce qu'ils sont notés, en fait, dans votre parcours de formation. C'est un lieu d'apprentissage et qui va participer à alimenter vos connaissances et vos compétences. Et dans certains diplômes, on rentre même dans les notes. D'accord? Donc, il est important de trouver un lieu de stage où vous allez pouvoir trouver les compétences, acquérir les compétences visées, parce qu'on va vous mettre en activité concrète en lien avec le référentiel du diplôme. Madame, Oui. vous dites, l'entrée en formation, ça se passe au lycée Palissy ou à l'EREA. C'est toute la formation qui se passe là-bas ou il y a un autre centre? Alors, nous sommes en général pour cette formation en particulier, on est essentiellement basé à l'Euréa Mono, mais il nous arrive de donner aussi parfois des cours sur le lycée Palissy. C'est un jonglage de salles, même si notre atelier, notre pas atelier Plateau pédagogique, technique. plateau technique, lui se trouve à l'Euréa. Un plateau technique, c'est bien, c'est un appartement pédagogique où on vous met en situation comme si vous étiez au domicile, en fait. Donc, il y a un espace cuisine, il y a un espace chambre, un espace sanitaire, et vous êtes en situation d'entretien de ces locaux-là et de prise en charge, bien sûr, de la personne et des soins qu'il y a à réaliser dans le métier. Donc même pour la recherche de stage, vous n'êtes pas seul. Vous avez votre formatrice référente et nous avons tout un réseau de partenaires avec qui nous travaillons depuis plusieurs années, donc qui ont tout à fait l'habitude d'accueillir des stagiaires, que ce soit en EHPAD, que ce soit en association ou structure à domicile. Et en école d'ailleurs, puisque c'est la CDA. Voilà. Bon, maintenant j'attends vos questions, puisque... Il est important aussi que vous sachiez que le CAP et APH, ce sont des notes sur 20. Voilà, voilà. Par contre, effectivement, sur le TPA-DVF, c'est plutôt acquis en cours d'acquisition, non acquis. C'est vraiment la validation de compétences. Enfin voilà, c'est important. C'est une distinction en fait, qui est importante. Oui. En fait, moi, ma question, c'est de savoir si tu arrives à faire la promotion, tu as le diplôme. Est-ce que le diplôme il est valable en France ou bien tu peux bosser avec le diplôme ailleurs? Il n'est valable qu'en France. Ok. Après, il y a des moyens de. Mais il y a des Il y a moyens. des équivalences avec d'autres pays. Mais je ne les connais qui peuvent pas. se faire comme. Mais Ça après, dépend tout de dépend chaque où. pays. Ça dépend de chaque pays. Et en plus, ça dépend si c'est dans la communauté européenne ou si c'est pas dans la communauté européenne. L'Europe essaye avoir une reconnaissance, voilà, des diplômes d'un pays à un autre. Il peut y avoir quand même des disparités. Mais on a des dispositifs de comparabilité de diplômes qui permet effectivement de dire, ce diplôme, il équivaut à ça dans ce pays-là. Voilà. En tout cas, peut-être que s'il n'y a pas la reconnaissance du diplôme exactement, la compétence, elle est acquise. C'est-à-dire que vous êtes quand même devenus des professionnels. Voilà. D'accord? Pas d'autres questions? Est-ce que ce métier ou ce professionnel intéresse particulièrement des personnes? Vous un peu, madame? Après, les corrections, là, c'est mars, il y a des corrections, c'est oui. Oui, vous trouvez que attendre l'entrée en formation en mars vous paraît un peu lointaine? Vous êtes mobile, madame? Non, c'est pas super légal. Non, moi, c'est ce mois prochain. D'accord. C'est vrai qu'on va là, on vient d'en parler, on a démarré à Saint-Jean-d'Angély très prochainement. Actuellement, il y a des travaux sur la ligne ferroviaire. Les moyens de transport semblent un peu compliqués pour certaines personnes. Donc, des fois, il faut s'interroger. Est-ce que je joue un positionnement rapide, mais avec des difficultés de mobilité, ou est-ce que j'attends? C'est vrai que ça paraît loin et ça passe vite, parce que le démarrage est en mars, mais on va enclencher les choses en février. Après, ça dépend effectivement de votre propre calendrier. La formation, 6 mois. 6 mois. 6 mois. C'est-à-dire qu'elle commencera à Saint-Jean le 30 septembre et se terminera mi-mars. Alors que l'autre, c'est le mois de mars jusqu'à. Exactement.
2 enfants et forcément, des dépenses d'après aussi. Bien sûr. Certaines choses. Bah, notamment sur les vacances, effectivement, scolaires. Euh, Tout à fait. on veut plus de les connaissances perfectement. C'est vrai qu'une entrée en formation demande à la personne de s'y préparer. C'est une organisation personnelle à avoir pour se déplacer, pour consacrer le temps nécessaire aux apprentissages. Parce que fatalement, même si la journée de formation est terminée, il y a des apprentissages à revoir, il y a un peu de travail à réaliser, puis il y a aussi la recherche de stage. Donc en fait, pour être bien en formation, il faut s'être organisé pour se donner les bonnes conditions. Après, on a toujours les imprévus de la vie, ça c'est comme ça. Mais c'est vrai qu'on a formation par exemple les mercredis, on peut être en stage en entreprise sur de longues périodes avec une nécessité de déplacement. Voilà, si on parle des sociétés de nettoyage, il est très fréquent que les sociétés de nettoyage demandent à leurs stagiaires de prendre très très tôt le matin parce que la réalité du travail, c'est ça. Par exemple, les personnes d'entretien dans certains établissements, elles commencent à 4 heures du matin. Voilà. Donc il y a toute cette organisation à réfléchir en amont, mais c'est aussi, voilà, on est aussi à disposition pour voir avec vous s'il y a des solutions. C'est aussi l'idée de l'accompagnement social dont elle vous a parlé, Carline, c'est qu'on a conscience que même si on sécurise le parcours au maximum, si possible, à l'entrée, ces imprévus fait que on peut être en difficulté. Donc la région a souhaité qu'il y ait cet accompagnement social pour permettre aux personnes de résoudre leurs difficultés et favoriser leur capacité à suivre la formation dans de bonnes conditions. Bon, pour information, le secteur, tout ce qui est entretien, service à la personne, c'est l'un des 3 secteurs les plus, qui recrutent le plus sur notre territoire avec la restauration et l'agriculture. En fait, il y a 4 secteurs, c'est ça, parce qu'on a un secteur vieillissant, donc forcément, il y a pas mal de personnes âgées auxquelles s'occuper. Le secteur de l'entretien aussi a toujours plus d'offres qu'il y a de candidats en face. Et là, maintenant, on va parler d'un 4e domaine qui recrute aussi beaucoup et qui jusque-là était, là ça dépend parfois des moments, mais là en ce moment en tout cas, est le secteur qui a le plus d'offres à pourvoir par rapport au nombre de candidats en face, et il s'agit du bâtiment. Ça arrive, ok, et on y va. Oui. C'est bon. Attends, c'est bon, oui. Donc je me représente parce que tout à l'heure je vous ai dit bonjour rapidement. Donc Elisabeth Rocher, je suis conseillère en formation professionnelle sur le secteur du bâtiment notamment et sur le sud de la Charente-Maritime. J'ai mon bureau rattaché à l'agence de Royan, mais je mets en œuvre aussi des formations dans le secteur du bâtiment, sur Pont, Saintes particulièrement. Donc là, je vous parle d'un domaine qui est vraiment très différent et effectivement, comme on le disait tout à l'heure, c'est un secteur majeur de l'économie française. Alors j'ai une petite diapo un petit peu plus loin qui vous donne quelques chiffres. Non, c'est dans l'autre sens. Je ne sais pas si je ne peux pas y aller. À gauche, il faut cliquer sur les diapos. À gauche. À gauche. Ah, c'est là. OK. Donc ici, je vais aller. Voilà. Non, non plus. Je ne l'ai plus. Je ne l'ai plus, je ne l'ai plus. Tu sais, ma diapo tout à l'heure, je ne l'ai plus. Ah, Alors je sur vais les chiffres revenir. clés de- Là, je vais revenir sur l'ancien. Excusez-moi, je vais revenir sur l'autre diaporama où j'ai les chiffres, C'est qui est celui-ci. Désolée pour ce cafouillage. Voilà. Et ça vous donne un petit peu. Alors, je ne détaille pas trop, mais ça vous donne. Voilà, on est à 70% du chiffre d'affaires du BTP. Donc, BTP, c'est le bâtiment et travaux publics. Là, je ne vous parle que du bâtiment sur les formations aujourd'hui que nous avons sélectionnées qui sont dans le cadre de l'HSP. Donc, tout le monde a bien compris, l'HSP tout à l'heure, c'est un dispositif de financement. Voilà, je ne reviens pas dessus dans le détail. Donc là, vous vous rendez compte que c'est quand même 302 000 entreprises du bâtiment à l'échelle nationale. Je ne sais pas si ça vous parle, ces chiffres-là, mais c'est assez énorme. Juste pour dire que c'est vraiment un secteur dans lequel l'évolution des métiers est constant.
Le bâtiment a toujours dû s'adapter à l'évolution en termes de matériaux, en termes de normes, de réglementation, d'exigences, des clients. Je veux dire, le bâtiment, enfin, pour vous, qu'est-ce que c'est? C'est, la construction des maisons, la construction, de nos hôpitaux, la construction de nos écoles, la rénovation, voilà. Aujourd'hui, on est dans une transition énergétique écologique qui fait qu'en plus, ces métiers évoluent très, très rapidement. Secteur également, où l'effectif, est assez, délicat, parce qu'on a un vieillissement des travailleurs du bâtiment, donc avec des gens qui vont partir à la retraite, dans les 10 ans qui viennent et pas forcément des gens qui remplacent. Donc on est très recruteur dans le bâtiment, il n'y a pas quasiment de chômage dans le bâtiment quand on a les qualifications. D'où l'intérêt d'aller se qualifier, dans le bâtiment pour travailler dans le bâtiment. L'évolution des métiers aussi qui est facilitée, parce qu'il y a une prise de conscience dans le bâtiment depuis très longtemps de la difficulté, des contraintes, liées à la santé, aux gestes, qui fait on essaie de faciliter depuis très, très longtemps, les travaux du bâtiment. C'est-à-dire en allégeant, des charges, parce qu'autrefois c'était très physique. D'ailleurs, on voit que la mixité, c'est-à-dire le travail des femmes dans le bâtiment, a fortement évolué. Il est accessible à des personnes qui sont, beaucoup plus, on va dire, qui ne sont pas des gros baraqués, des grandes, costauds. Aujourd'hui, tout le monde peut travailler dans le bâtiment. Il y a une évolution également et je fais la promotion vraiment du bâtiment parce qu'il y a une évolution de carrière qui peut être on part de rien et on arrive à des postes d'encadrement. C'est des compétences qu'on développe tout au long de sa vie dans le bâtiment. Je ne sais pas, j'ai fait un peu le tour. Si vous avez des questions par rapport à ça, non, je passe un petit peu rapidement parce que je crois qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc ici, j'avais les métiers un petit peu pour, représenter, les métiers qui existent dans le bâtiment. Ils sont avec des appellations parfois, qui sont, très différentes pour des mêmes métiers. Mais vous avez, voilà des métiers qui sont, dans le gros œuvre et dans le second œuvre pour, vraiment, résumer. C'est-à-dire que le gros œuvre, c'est on met les fondations d'une maison, on monte des murs, on met la toiture et ça s'arrête là. Le second œuvre, c'est tout ce qu'il y a autour et nous sommes tous concernés par, les installations électriques, les menuiseries, c'est-à-dire, les vitres, hein, les portes-fenêtres, les vérandas et cetera, les portails, enfin tout ce qui est autour. Donc on habille toute cette enveloppe dans le second œuvre. La peinture, enfin vous voyez, c'est assez, énorme et c'est pas exhaustif cette liste, hein, il y en a énormément. Il y a des métiers qui sont très physiques et des métiers qui sont beaucoup plus dans le cadre de la conception. Donc voilà, aujourd'hui, on parlait tout à l'heure d'évolution des métiers du numérique. Dans le bâtiment, si vous allez sur BIM Manager, ça ne dit rien peut-être à personne, c'est une manière de concevoir en 3D sur un ordinateur un bâtiment. Donc voilà, ça s'apprend. Ça, c'est des compétences qui s'apprennent. Donc il y a des liaisons aujourd'hui avec toute l'évolution technologique dans le bâtiment. Donc les métiers ne s'arrêtent pas à des choses qu'on peut avoir basiquement, un maçon qui fait du ciment. Alors loin de là, hein. Dites-vous que c'est très diversifié et qu'on peut commencer dans un secteur pour évoluer dans un autre complètement différent. Alors après, moi je voulais vous présenter effectivement 2 formations qui sont actuellement dans le cadre de l'HSP que je mets en œuvre sur le secteur sud Charente-Maritime. L'une est un menuisier installateur, c'est un CAP menuisier installateur. Donc pour acquérir un premier niveau qui est le CAP, et effectivement dans le domaine de ce que je vous disais tout à l'heure du second œuvre, c'est la menuiserie installation. Donc là, on est bien sur de l'habilitation de service public, hein, c'est donc un dispositif financé, comme tout à l'heure on l'a expliqué dans le cadre régional. Et je recrute sur ce menuisier installateur un minimum de 4 personnes et jusqu'à 6 personnes. Donc c'est des petits groupes. Ça se déroule non, alors là, je vous décris le métier, mais je vous dis, je n'ai pas la diapo, mais ça se déroule essentiellement sur les réa, dont on a parlé tout à l'heure, qui est un plateau technique dédié alors à la fois à la maçonnerie, mais ça ne concerne pas cette formation, mais également à la menuiserie installation. Donc là, ça veut dire qu'on a tous les outillages, on a toute une surface sur laquelle on peut monter, démonter, et je vais vous expliquer un petit peu plus là en quoi consiste le métier, puisque peut-être certains connaissent déjà, mais sans doute que beaucoup ne connaissent pas.
quand vous êtes chez vous, vous avez tous une cuisine, vous avez tous des fenêtres, voilà. Donc ça concerne l'installation de menuiserie intérieure, extérieure. Donc ces menuiseries, c'est les portes-fenêtres, les volets, les placards, les parquets, les escaliers, les lambris, l'habillage divers. On n'est pas sur de la fabrication, on est sur de l'installation. C'est-à-dire que souvent, alors je pense que j'ai l'environnement dans lequel vous allez évoluer. Non, là, ce sont les tâches. Alors attendez, je ne peux pas aller plus loin. Si, non, voilà. L'environnement dans lequel vous allez travailler quand vous êtes menuisier installateur, c'est les chantiers de construction, les chantiers de rénovation, chez des particuliers, mais également en atelier dans une, on va dire, une entreprise qui fabrique ou qui reçoit, d'accord, et qui va préparer à l'installation. C'est clair? Ou je vais trop vite? Non, tout va bien. Je continue. Donc, sur les tâches principales, bah, c'est de l'assemblage des composants, des accessoires, hein, c'est le réglage de mise à niveau. Quand vous avez un encadrement, là ici on voit une fenêtre, vous êtes sur un vieux bâtiment, il faut changer la fenêtre, il va falloir adapter, parce que celle-ci elle est quand même assez ancienne, et aujourd'hui tout le monde a déjà vu que les fenêtres de ce type-là, on n'en fait plus. Donc on va avoir une menuiserie, hein, une fenêtre ça s'appelle une menuiserie, qu'il va falloir adapter à la structure existante. La fixation aussi, il s'agit qu'elle tienne bien. L'agencement, alors ça c'est le mobilier d'agencement, par exemple, l'installation d'une cuisine, la pose d'un plancher flottant. Il y a différentes activités autour de l'installation, de l'aménagement intérieur. Donc là, je pense que j'ai déjà dit. Ici, je vous ai donné l'environnement. Tac, tac, tac. Alors, CAP menuisier installateur, c'est une formation. L'objectif de cette formation, effectivement, c'est d'acquérir les connaissances technologiques qui vous permettront d'exercer avec ces connaissances-là et qui vont vous permettre de développer des compétences. Donc, je vous ai expliqué le métier, enfin, l'environnement, les activités, les tâches. C'est quand même un domaine dans lequel il faut acquérir un minimum d'expérience. Vous allez aussi devoir avoir, comment dire, avoir la maîtrise de la lecture de documents techniques, par exemple, la connaissance de normes de la menuiserie, de l'agencement. Quand vous avez une entreprise qui vient installer, soit chez vous ou dans une autre entreprise, de la menuiserie, il va falloir qu'ils garantissent que le bon fonctionnement de cette menuiserie, la bonne installation de cette menuiserie. Donc pour ça, il va falloir acquérir ces connaissances-là. Et ensuite, effectivement, un volet très, très important, et dans le bâtiment, ça revient souvent, mais dans tous les métiers aujourd'hui, hein, c'est la santé, la sécurité au travail. Qu'est-ce que j'ai oublié? Non, bah, après, c'est la maîtrise, hein, vous allez être à la fois sur un plateau technique où vous allez dans un environnement, comme je disais tout à l'heure, très pédagogique, avec tous les éléments, on va dire, qui ressemblent à la réalité, et vous allez être également en entreprise où vous allez mettre la main à la pâte très, très concrètement sur toutes les activités à acquérir, toutes les compétences à acquérir. Hop, je passe. Alors, comment elle s'organise? Alors, je vais pas détailler tous les blocs, hein, toutes les activités que vous allez devoir faire. Il faut savoir que là, on est sur une formation au CAP qui est un diplôme et qui est donc validé par une commission d'examen de l'éducation nationale, puisque c'est un diplôme, et qui vous permettra ensuite d'évoluer d'ailleurs sur d'autres diplômes supérieurs, si besoin et si envie. Donc là, on est sur un CAP de base. Il s'organise alors sur des blocs de compétences. Il faut savoir que ces blocs de compétences, c'est un certain nombre de connaissances et de compétences qui sont validés, notés sur un livret qui est ensuite envoyé à cette commission. Ils sont acquis à vie une fois que vous les avez obtenus. C'est-à-dire que vous pouvez très bien obtenir cette certification de manière modulaire. C'est-à-dire qu'un bloc, vous le validez sur l'année où vous êtes. Bon, c'est une formation qui dure 10 mois à peu près. Sur l'année où vous êtes, vous avez un impératif qui fait que vous êtes obligé de partir sur autre chose, un emploi, peu importe. Vous avez validé un bloc, vous pourrez revenir dans 2, 3 ans, 10 ans, si la certification existe toujours, mais vous pouvez valider la seconde partie pour obtenir votre CAP dans son intégralité. Je ne sais pas si c'est clair. Oui, non, j'ai pas de... Ok. Donc là, je ne détaille pas forcément le contenu parce qu'il y a beaucoup de choses.
Ensuite, vous avez des unités générales. Il faut le savoir, vous êtes sur un diplôme de l'éducation nationale, hein, et donc pour certains qui n'ont jamais eu de diplôme, il faut passer par un certain nombre d'unités, ce qu'on appelle de formation d'unités générales, dont le français, l'histoire géo, les maths, bon, tout ça rattaché, c'est pas de l'école, hein, c'est vraiment rattaché au métier. Voilà, je précise. Vous avez également, là, dans ce cadre-là, de cette formation, vous repartez avec le SST si vous ne l'avez jamais eu, parce que certains d'entre vous ont déjà passé leur SST. Vous repartez avec une formation que vous avez eue, c'est l'utilisation des échafaudages. Ça aussi, les entreprises sont très gourmandes de personnes qui ont ces formations-là déjà de base. Sinon, elles sont obligées de vous former à ça. Donc là, vous repartez avec un diplôme et des unités qui vont vous permettre d'être... C'est plus porteur pour les entreprises dans le cadre de l'emploi. La prévention des risques professionnels, on en a parlé tout à l'heure. L'intervention à proximité des réseaux également. Il s'agit de connaître, quand on vient sur un chantier, de savoir qu'il y a une conduite de gaz qui passe par-ci, une conduite d'élec qui passe par-là, une conduite d'eau qui passe par-là. Voilà, on ne fait pas n'importe quoi. Donc ça, c'est aussi un plus. Une habilitation électrique qui vous permet aussi d'intervenir. Comment dire, vous n'êtes pas électricien, mais vous avez un minimum de connaissances qui vous permettent de vous mettre en sécurité au niveau électricité. Et surtout, là maintenant, ce que je vous en parlais tout à l'heure, c'est très important, on a la transition énergétique écologique et qui aujourd'hui prend une grosse place dans le bâtiment, mais aussi la sensibilisation aux enjeux du numérique. Voilà. Je passe, hop, recrutement. Alors oui, effectivement, il y a des choses qui sont incontournables. Évidemment, tout à l'heure, je disais c'est accessible à des personnes qui ne sont pas des grands baraqués. Tout de même, il s'agit de ne pas avoir des douleurs au dos qui ne vous permettent pas de faire des gestes répétitifs. Je ne parle pas de grosses charges, mais au quotidien, ça fait, on peut devoir, sur la menuiserie installation, devoir se plier, etc. Donc, il ne faut pas avoir de handicap particulier, ça s'étudie au cas par cas. Accessible, là, on en a parlé tout à l'heure, c'était sur le cadre du dispositif HSP. Donc je n'en parle pas plus. Et la formation démarre pour celle-ci. Cette session devrait démarrer le 25 octobre. Donc à l'EREA. Il y aura une information collective. Je n'ai pas mis la date, mais pour ceux qui seront intéressés, je pense que je l'ai sur mes petits dépliants. La fin de formation, c'est le 11 juin. Il y a une période de stage dont je vous parlais tout à l'heure également, qui est de 14 semaines, 13 à 14 semaines en fonction des jours fériés. Et la durée hebdomadaire, elle est de 35 heures. Que puis-je dire? Voici un exemple d'alternance, on va dire, de cette formation qui, je vous disais, débute le 25, finit le 11 juin, 25 octobre. Et là, entre-temps, ce que vous avez en bleu, c'est la période en centre, et ce que vous avez en vert, c'est la période en entreprise. Donc, voilà, pour vous donner une petite idée. Vous avez aussi des congés importants, ça vous permet de souffler aussi. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Les mêmes dispositifs que dans le cadre des formations dans le santé sociale, hein, sur le suivi, l'évaluation, on est vraiment sur du CCF. Donc rien de... Pour vous, vous avez déjà toutes les informations. Là également. Et alors juste là, si vous souhaitez, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un petit peu les passerelles. On va dire qu'il y a une partie qui est rattachée au diplôme de l'éducation nationale et une partie qui est plus rattachée aux branches professionnelles du bâtiment. Tout ce qui va être CAP, BP, Bac Pro, mention complémentaire, BTS, école d'ingénieur, c'est plutôt rattaché à l'éducation nationale et requiert des diplômes de l'éducation nationale pour pouvoir évoluer. Maintenant, il y a des équivalences, c'est-à-dire qu'un titre pro et un CQP qui sont plus rattachés à un secteur de branche, à une branche, effectivement, permettent d'acquérir des compétences dans une spécialité, et il y a des équivalences. Donc tout ça, ça s'étudie au cas par cas pour l'évolution. Je ne sais pas si c'est très clair. Oui, ça fait envie, super. Ok. Alors ça, c'était l'insertion dans l'emploi. Voilà, c'est le genre de titre d'emploi qu'on peut trouver sur du menuisier installateur. Donc vous voyez, ça peut être variable, menuisier installateur, menuisier poseur. Bon, tout ça, c'est souvent les mêmes métiers, avec quelques petites spécialités quelquefois, des compétences supplémentaires. Voilà.
Enfin, tout ça, on l'a déjà dit, je n'ai rien à dire de plus. Ici, les contacts, ben, vous les aurez si ça vous intéresse. Et des questions, si vous en avez. Est-ce que des personnes sont motivées pour aller travailler dans le bâtiment? Oui, super, j'en ai gagné un. 2, ouais, qui dit mieux? Pas d'autres? OK. Secteur, menuiserie installation, je vais vous donner, une petite fiche, après. Alors j'essaie de la trouver. Toc, 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 toc. Vous connaissiez déjà ou pas? Parce qu'il est déjà CAP du restaurateur. Ah, mais vous l'avez déjà? Mais vous n'allez pas revenir sur un CAP menuisier installateur? Peut-être le succès de voulait faire une BP. Et they will faire une BP, il faut d'abord faire une autre CAP. Ça passe pour le fabricant, c'est pas de faire une CAP. Ah, je ne comprends pas. Votre BP, c'est en menuiserie installation ou c'est autre? En fait, vu que c'est l'année de mes mon CAP menuiserie restaurateur. Oui. Je peux faire un BP. Mais ils m'ont dit pour faire un BP, il faut que je refasse un autre CAP pour une année. Soit ça prend pour le fabricant de tout. Alors, je ne comprends pas trop ça. Mais vous avez déjà votre CAP? Bon, moi, là, je sèche, je ne sais pas. Parce que la boîte, on va bien faire un BP. Bon, donc j'en perds un parce que vous n'allez pas rentrer sur le CAP menuisier installateur de... Non, d'accord, on est d'accord. Raven, alors moi, je serais intéressée par un métier du bâtiment, mais pour moi, c'est plutôt la peinture. Alors ça, on pourra en parler, mais c'est pas l'objet de la présentation aujourd'hui. Mais on pourra en parler. Là, je voulais vous présenter le CAP électricien. J'avais pas prévu la peinture, mais j'ai pas la peinture actuellement, donc je vous expliquerai. Bien. Ok. Menuisier installateur, ça vous intéresse quand même ou pas du tout? Non. Métier du bâtiment? La peinture. La peinture. Bon, ok, on pourra en reparler. Donc là, s'il n'y a pas d'autres questions? Non? On sait que vous voulez savoir. Et puis aussi, j'ai la formation d'installation de sacoudage. Mais là, une durée limitée ou... Alors, non, dans l'immédiat, c'est une bonne question. Il n'y a pas de renouvellement, en fait. Alors, il y a plusieurs formations échafaudage. Là, vous avez eu sans doute une sensibilisation plus que vous n'avez pas eu un certificat de qualification monteur échafaudage. Ah, vous avez le CQP? Ah, là, effectivement, normalement, il n'y a pas de durée limitée sur le CQP. Il y a peut-être un renouvellement des entreprises par rapport à certaines normes, mais normalement, votre CQP, il est valable à vie. J'ai également un CQP monteur échafaudage et il est valable à vie, même si j'ai jamais monté d'échafaudage depuis 20 ans. J'exagère, hein, mais oui, c'est. Alors après, c'est votre employeur qui va exiger que vous ayez les qualifications, l'expérience, etc. Voilà. Et au niveau pour les SST, là, la formation. Là, ça, par contre, il y a un renouvellement tous les 2 ans. Ouais. Pour faire le renouvellement, ça se passe comment? Eh ben, il faut se rapprocher d'un organisme qui fait cette formation et Le recyclage. qui s'appelle un recyclage. Ouais. C'est des organismes de formation, il faut vous renseigner sur les organismes qui le font. Au Greta, on ne fait ça que pour nos formations diplômantes, en fait, hein, en cadre de formation diplômante. Donc, on ne pourra pas vous le proposer. Ok. Voyez, auprès de la Croix-Rouge, peut-être. Tu le fais pour le grand public. La Croix-Rouge, vous pouvez demander. Mais c'est intéressant qu'on vous explique pourquoi on vous demande de repasser un CAP pour partir sur un trou. Parce qu'il n'y a pas fait de fabrication, je pense, D'accord. et qu'il y a besoin des deux. Ah, il était déjà ouvert. Tout dépend du bac pro que vous choisissez. Je pense Oui, il est tout cher. c'est ça. Si c'est installateur que vous avez et que vous partez sur de la fabrication, Ah non, non, moi, j'ai fait cette installation. vous vouliez continuer de l'installation. Après, il faudra qu'on. Enfin, je comprends pas trop qu'on vous ait dit pour passer un BP, parce que vous voulez évoluer dans le métier, c'est ça, vous voulez. Moi, c'est ça que je vais dire, j'aime bien. Mais parce que j'aimais bien que c'est une boîte avec personne de directeur, je ne sais pas. Il m'a dit avec nous. Après, voilà, c'est ça qui a fait ce métier. Ce moment-là, la vie était possible. Alors, c'est le problème. Mais non. Ah, c'est pour évoluer sur de la fabrication. Non, 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 il est sur l'installation. Les deux. Ah, Ils disent que quand vous faites la menuiserie, d'accord, oui. Ça peut. Oui, oui. Alors, il vous faudrait le CAP menuisier fabricant, en fait. fabricant ou ça passe. D'accord. Alors, sur le menuisier fabricant, nous le faisons en intégration sur le lycée de l'Atlantique à Royan.
Donc là, c'est un petit peu particulier aussi pour intégrer, mais ça peut s'étudier. Ah, mais vous savez, le souci pour faire un CAP en capital, et, parce que ce que tu fais au sexuel et ce que tu fais à l'entreprise, ça va pas être pareil. Donc, bah oui, parce que quand tu es à l'entreprise, tu fabriques au CFA, tu fabriques, il y a certaines filles qui, c'est pas pareil. Bon, bah, écoutez, là, Dans des centres de formation. ouais. Mais forcément, il y a toujours une différence entre ce que vous vivez en entreprise et ce que vous apprend le centre de formation. Le centre de formation, ils ont toujours des ateliers, des façons de vous faire apprendre les choses qui sont générales. Mais effectivement, si vous êtes chez Monsieur Truc et chez Monsieur Machin, Monsieur Truc et Monsieur Machin, ils n'ont pas les mêmes machines, ils n'ont pas les mêmes ateliers. Même si dans le fond, c'est à peu près la même chose, il y a toujours une discussion sur est-ce que le CFA ou le centre de formation vous apprend réellement ce qu'ils font. Mais bon, ça, c'est du discours, on en entend pour tous les centres de formation, c'est pareil, et pour toutes les entreprises, c'est pareil. Ça ne veut pas dire que de toute façon, à partir du moment où vous avez obtenu un diplôme, il est valable techniquement pour tout le monde, il est reconnu par la branche. Après, les discussions internes, les petites guéguerres entre les entreprises et les centres de formation, ça, tu passeras pas au-dessus. Quoi qu'il arrive, ça existera toujours. Ouais. Mais on peut travailler ton projet. En tout cas, il y a une possibilité à Royan, mais même on pourra regarder ensemble pour voir comment te faire monter de toute façon en compétences. Voilà. Pour information, sur la chaîne YouTube, il y a une des entreprises qui fait de la fabrication et de l'installation qui se trouve à Burley et qu'on a été interviewé. C'est l'entreprise Bernard. Tu pourras les voir et aller les contacter si tu veux. Ils sont assez sympas. Ça te permettrait de faire les deux. Je referme la parole. Donc là, nous sommes maintenant sur une présentation sur un métier qui est aussi très porteur aujourd'hui, qui est l'électricien. Voilà, le métier d'électricien est très recherché et permet des perspectives professionnelles importantes aujourd'hui. Ce CAP électricien, alors vous voyez, il y a plein d'appellations encore, hein. On est dans le métier du bâtiment, on aime bien, on a des spécialités hein, là-dedans, hein, parce qu'on a un électricien basique, c'est-à-dire celui que vous appelez en cas de problème pour intervenir à domicile. Mais aussi des électriciens qui sont spécialisés soit dans le bâtiment. Aujourd'hui, tout à l'heure, je parlais de rénovation des bâtiments. Il faut savoir également qu'il y a un volet évolution justement avec des matériaux nouveaux, des constructions nouvelles. Et donc, le métier d'électricien dans le bâtiment doit effectivement évoluer également. Donc, il y a des électriciens qui interviennent dans le secteur industriel. Alors, on peut appeler ça des électriciens du BTP aussi. Vous allez trouver tout un tas d'appellations sur le terme électricien. Vous connaissez aussi les installations photovoltaïques. Ça fait partie aussi là d'une évolution liée à l'évolution énergétique, la transition énergétique et écologique. Qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'il y a des titres là-dedans qui vous interpellent? Électromécanicien câbleur, effectivement, il y a vraiment des titres, des domaines dans lesquels on va aller se spécialiser. Et là aussi, vous pouvez très bien passer un CAP électricien et aller en entreprise avec vraiment des différences notables au sein des entreprises en termes d'activité. Pardon, si je me permets. Il y a bâtiment, je ne sais pas si vous avez cité, vous avez marqué industrie aussi, vous pouvez bien expliquer le... Électricien en industrie? Ouais, Eh ben, la différence. on peut avoir quelqu'un qui intervient sur de la maintenance en électricité au sein de grosses entreprises, en fait, hein. Voilà. Comme Alors ici, sur le secteur, je ne connais pas trop les grandes industries. Par exemple, il y a Idéo, voilà. qui se trouve sur la zone des Charriers, qui fabrique des armoires électriques. Donc là-bas, pour le coup, ils peuvent avoir besoin d'électriciens. Par exemple, c'est une. Là aussi, pareil, la vidéo se trouve sur la chaîne si vous voulez en savoir plus. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Tout à l'heure, je vous parlais des évolutions dans le métier, et donc on a parlé un petit peu des évolutions aussi en termes de qualification. Elles sont nombreuses, hein, encore une fois. Je ne reviens pas là-dessus, c'est très rapide. Le descriptif du métier, donc effectivement, on vient de le dire, on peut intervenir en tant qu'électricien dans le bâtiment, dans l'industrie, dans l'agriculture, dans tous les domaines en fait, hein. Les services et infrastructures, dans les hôpitaux, dans les écoles, enfin dans la maintenance des bâtiments, des électriciens, il y en a partout. Votre rôle en tant qu'électricien, c'est de mettre en service une installation électrique. Alors donc effectivement sur du neuf la plupart du temps.
ou sur une rénovation totale de bâtiments où il faut réformer tout le système électrique, parce qu'on a encore, je dis, sur du patrimoine historique, par exemple, on peut avoir un immense château où on est encore avec les chandelles pour éclairer. Donc là, vous voyez que, ou alors un système électrique archaïque, dangereux. Donc pour mettre en sécurité, il faut, voilà, on peut intervenir en tant qu'électricien dans ce type de structure. L'entretien, bien sûr, parce que ça tombe en panne, hein, il y a des choses des éléments électriques qui doivent être remplacés ou réparés. Réparés, je l'ai dit, et l'installation. Ensuite, on a alors la différence entre mise en service et installation, c'est là que vient l'habilitation électrique. C'est-à-dire que l'installation, c'est on pose les fils, les ampoules, les prises, etc. La mise en service, c'est on est sur le compteur et on se rattache au réseau, donc ou à du système photovoltaïque ou à d'autres systèmes d'énergie. Ensuite, l'objectif, bon, je ne vais pas relire tout, hein, j'ai expliqué, hein, que vous êtes sur de l'installation électrique dans les locaux, soit des habitations, soit des immeubles, soit des usines, des centres commerciaux, des bâtiments tertiaires. Ça, je le décris pour que ça parle à tout le monde, parce qu'on ne s'imagine pas hein, forcément les métiers. Et là, j'ai déjà un petit peu détaillé. On est sur de la rénovation, de la mise aux normes, de l'installation de l'installation existante. Là, j'ai bien parlé aussi de développement durable et de la veille technologique, puisque les choses évoluent. Un bâtiment aujourd'hui peut être complètement contrôlé avec une console numérique. Donc ça aussi, c'est des métiers qui évoluent. L'électricien doit aussi acquérir des compétences dans ce domaine. Vous êtes seul, parfois, ou en équipe, souvent. Vous pouvez effectivement, alors peut-être que je le mets plus tard dans l'accès à l'emploi, vous pouvez avoir un projet de reconversion pour travailler dans une équipe, dans une entreprise, mais vous pouvez aussi avoir un projet d'installation. L'étape CAP électricien, elle est incontournable aujourd'hui pour devenir entrepreneur électricien. J'ajoute au passage, vite fait, puisqu'on venait de parler de l'industrie et que je vois qu'il y a pas mal de jeunes dans la salle aussi, que le fait qu'il puisse y avoir du déplacement chez les particuliers ou sur des chantiers qui, pour le coup, eux, bougent pas, c'est à vous de bouger. Donc là, il faut avoir le permis, être mobile, ce qui n'est pas toujours le cas quand on est jeune. On peut commencer à travailler en industrie où l'industrie, elle bouge pas. Ceux qui fabriquent les cabines, enfin les cabines électriques, forcément, elles se fabriquent toujours au même endroit. Donc là, du coup, le problème de mobilité se règle et vous pouvez commencer votre carrière comme ça à monter des cabines et passer votre permis pour ensuite glisser vers une entreprise où là, ça demande de la mobilité. Donc là aussi, c'est une des façons de pouvoir s'intégrer ou de construire les choses dans le temps sous des modalités différentes. Excusez-moi de... Ah mais c'est très bien, ça complète complètement. La mobilité, on y revient dans tous les domaines de toute façon, hein. C'est vrai qu'à un moment, on peut se promener en trottinette, mais le permis B, c'est quand même fondamental. Dans le bâtiment, quoi. Parce Ouais. que bon, Ouais. les maisons, elles ne bougent pas à vous. Donc pareil, c'est organisé en blocs de compétences. Donc comme je le répète pas, hein, comme tout à l'heure, hein, on peut valider un seul bloc et valider les autres blocs plus tard. Les unités générales, effectivement, il y a une différence avec le menuisier installateur, c'est que vous ne ferez pas d'anglais. C'est la seule différence. Et pourtant, ça va peut-être venir parce qu'il y a des réformes hein, des référentiels de certification régulières. Et pourtant, dans le domaine de l'électricité, vous pouvez vous retrouver avec lire des notices et des règlements, des normes, etc. en anglais. Donc, c'est voilà. Donc les mêmes modules complémentaires, hein, si ce n'est la différence sur l'habilitation électrique où c'est un niveau supérieur qui vous permettra d'intervenir au sein des entreprises. Ensuite, nous partons sur exactement les mêmes modalités du dispositif HSP. Donc je vais vous laisser la place à des questions éventuelles, un intérêt certain, j'imagine. Tous électriciens demain? Non? Non, je vois que non. C'est faire des licences, il faut garder. Sur le CAP électricien, peut-être, c'est une option. Que c'est appris tout bon. Ouais.
Donc vous l'avez. C'est dommage. Alors j'ai bien dit que, alors j'ai pas dit où il était ce CAP électricien, je pense. Il est à Pont. Donc des personnes qui sont éventuellement intéressées, la mobilité est aussi importante parce que c'est au lycée Émile Combes à Pont. Le plateau technique est situé à Pont. En fait, c'est que l'anglais, c'est pas obligatoire, c'est pas obligatoire dans le Dans le diplôme. référentiel, ouais. Par contre, ce que effectivement Elisabeth vient de dire, c'est que les diplômes sont rénovés en général tous les 5 ans et que la tendance, c'est que l'anglais soit réintégré dans tous les CAP. Oui. Donc, au fur et à mesure où les CAP vont être rénovés, là où il n'y avait pas d'anglais avant, l'anglais va apparaître dans quasiment tous les CAP très prochainement. Oui, j'ai pas mis la diapo sur. Voilà, c'est ça que j'ai peut-être pas mis. Ça démarre la semaine prochaine. Voilà. Il y a des possibilités d'intégration en cours de route, enfin voilà, jusqu'à 15 jours, 3 semaines après la date de début. Il y a des chances pour que, comme tout à l'heure, on est sur un recrutement de 4 à 6 stagiaires, le 4 étant le minimum. Si le nombre de 4 n'était pas atteint, il faudrait qu'on reporte la date de début. Et c'est totalement envisageable aujourd'hui. Ça finit le 6 juin. Il y a 14 semaines aussi de stage en entreprise. On est sur la base de 35 heures par semaine. Et le calendrier à titre prévisionnel, ben voilà, c'est démarrage ici, le 9 septembre, une alternance avec les cours en bleu, l'entreprise en vert, une période de congé à Noël. Voilà. Des questions? Un intérêt? Pas tous électriciens demain? Bon. Alors, je vais faire un petit ajout rapidement avant de terminer, si vous avez fini. Alors, on a demandé au Greta de venir intervenir justement, je vous ai expliqué, sur les formations qui sont financées par la région. Ils en présentent d'autres, donc n'hésitez pas à aller vers eux si vous voulez aller regarder les autres formations qui existent. Après, les modalités de financement sont différentes et vous pouvez revenir nous voir ou voir votre conseiller, votre conseillère, ou que vous soyez suivi pour regarder ça. Quoi qu'il arrive en ce qui concerne ces formations-là et les formations financées par la région, on vous a dit, ça c'est important de le retenir, que c'est financé, il y a toujours un moyen d'avoir une rémunération et éventuellement une aide pour aller plus loin si jamais la rémunération n'est pas suffisante. Ça c'est la première chose. En ce qui concerne les métiers, je me permets de rebondir sur les différents échanges parce que bon, le premier acte de ce qui s'est passé ici, c'est que la première personne n'était pas forcément intéressée par les métiers qui étaient proposés là. On a eu un menuisier fabricant et pas installateur, quelqu'un qui cherchait plutôt en peinture, voilà. Je précise que quand il y a une formation qui est financée par la région, pourquoi est-ce que ces formations-là et ces métiers-là qui sont financés par la région? C'est parce que c'est des métiers qui ont le plus de besoins de recrutement derrière. Et que s'il n'y a pas des formations nécessairement financées par la région, que c'est plus difficile de se faire financer une formation en peinture, par exemple. J'ai fait mes petites stats sur le premier trimestre de l'année 2024. Par exemple, pour les peintres en bâtiment, il y a eu 90 offres qui ont été déposées et il y a 60 candidats qui sont inscrits à Pôle emploi pour y travailler. Donc il n'en manque que 30, ça va encore. Par contre, quand on va sur de la maçonnerie ou de l'installation de plomberie, et j'imagine que ça va être pareil pour les électriciens et la menuiserie, peut-être même un peu moins, mais dans ces ordres-là. Donc je vous ai dit 90 offres et 60 demandeurs d'emploi. En ce qui concerne la maçonnerie et la plomberie, c'est 250 offres. Par contre, il y a 40 candidats. Donc là, il y a un gros trou. Et comme il y a un gros trou, ça veut dire qu'il y a du besoin. S'il y a du besoin, c'est-à-dire qu'on trouve du boulot facilement. Et qu'on trouve du boulot facilement, on met un pied dans le bâtiment, on peut très bien se former à faire un des métiers du bâtiment et puis après rajouter des cordes à son arc pour pouvoir glisser sur une autre boîte ou sur une entreprise générale qui fait de tout. Mais en tout cas, retenez bien ça. Entre le projet que vous avez à la base et ce que vous voulez faire absolument, ça veut dire que vous allez galérer pour trouver la formation, puis après pour trouver le financement, parce que forcément, ce n'est pas la priorité des pouvoirs publics. Et puis même si vous arrivez à l'obtenir, au bout du compte, vous allez sûrement un peu galérer pour trouver du boulot derrière. Donc, c'est très important, ce que tu viens de dire, et je pense à madame. Pour travailler, je veux dire, il y a une relation, par exemple, entre un CAP menuisier installateur et une spécialisation derrière en peinture, par exemple. Voilà. Ça permet de mettre un pied sur une marche pour ensuite enclencher les choses. Alors que l'immobilité et se dire j'attends qu'il y ait une formation qui soit financée parce que j'en trouve pas, ça peut faire vous laisser en panne quelque part.
Donc, je dirais que ça, c'est primordial. Mettre un pied sur la première marche, se mettre en action, ça peut aider à aller vers ce qu'on vise vraiment. Et ensuite, on évolue parce qu'il y a tout à fait la possibilité de faire une formation qui, au départ, est un premier pas et se dire: mais en fait, ça ouvre le champ de ma vision de la filière et ben, peut-être qu'effectivement, au départ, je voulais me spécialiser en peinture décoration, par exemple, mais j'ai d'autres choses qui s'ouvrent à moi et voilà, c'est très, très riche d'entrer en formation. Oui, en tout cas, on peut penser les choses en plusieurs étapes. Il y a toujours moyen d'évoluer par la suite, rentrer par là où c'est la priorité des pouvoirs publics parce que c'est le plus simple, et ensuite évoluer plus tard. De toute façon, les carrières font que, et puis voilà, la vie fait que. Voilà, moi, je suis conseiller en insertion professionnelle et je suis youtubeur. Et concrètement, où est le rapport? Il n'y en a pas trop, mais bon, il a bien fallu se former. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, c'était important que je vous le dise parce que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Et quoi qu'il arrive, quel que soit le moment, de toute façon, donc vous pourrez retrouver l'information sur YouTube. Et si jamais vous avez une question, un besoin, quel que soit votre âge ou votre statut, même ceux qui ne sont pas suivis par la mission locale, vous pouvez venir ici, vous pouvez demander à me voir, on prendra un temps, on regardera quel est votre besoin en particulier et qu'est-ce qui existe sur le territoire pour vous aider et éventuellement les aides pour vous y emmener. Oui. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que c'est bon? C'est bon? Eh ben, je vous remercie beaucoup à Ceux qui tous. sont intéressés par une formation de haut forte, vous avez des fiches produits qui sont à disposition pour les retirer et avoir un écrit sur ce qu'on a pu présenter aujourd'hui. Secteur bâtiment, je vais vous laisser ma carte. Je mettrai tout sur la chaîne. Oui. Je vais prendre note.